Bah, du coup, bonjour Vincent, merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande d'interview. Ouais. Merci beaucoup du coup, de participer à ce parrainage. On va commencer très simplement, donc est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots sur votre parcours? Par contre, tu peux me tutoyer. Hein. Pardon, ok. ouais, non, il n'y a pas de souci. Donc je m'appelle Vincent Bouillard. J'ai grandi ici à Annecy, en Haute-Savoie. J'ai 31 ans. J'habite de nouveau à Annecy depuis un peu moins d'1 an, après avoir bougé un petit peu et notamment vécu aux États-Unis pendant 6 ans. Je pratique la course à pied, le trail notamment. Voilà, je suis aussi ingénieur de formation, je suis passé par l'INSA et c'est toujours mon métier aussi aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer par détailler un peu donc, ton cursus scolaire et académique? Donc voilà, comme beaucoup de membres du RAID, tu as été un élève de l'INSA à Lyon. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment ça s'est passé et un peu de ton rapport au sport à ce moment-là? Ouais, carrément. C'est vrai que même avant d'attaquer les années INSA, en fait j'ai toujours plus ou moins baigné dans le sport, mais avec une relation je pense qui est assez saine. Donc j'ai eu la chance de grandir dans un environnement qui est pas mal pour le sport outdoor, ça donne envie de passer du temps dehors. Mais ça n'a jamais été ni une obsession, ni une contrainte ou quelque chose de forcé. Mes parents sont... En fait, c'est que très tard que j'ai réalisé à quel point j'ai grandi dans un environnement sportif. Parce que pour moi, c'était juste, bah oui, c'est normal le week-end d'aller faire du sport. C'est pas tout le monde qui était ça. C'était plaisir, c'était ludique. Ouais, c'est ça. Mais il n'y avait jamais, par exemple, la compétition ou vraiment la mesure de performance. C'était vraiment assez souple, assez soft. Et du coup, ça s'est développé de manière assez naturelle au fil des années. Et la course à pied, ça a toujours été un peu le fil rouge de pas mal d'autres sports. Okay. J'ai toujours fait beaucoup de vélo aussi, j'ai fait du judo étant très jeune, du ski en hiver, des sports d'hiver. Tu pratiquais quand même dans des clubs, dans des structures, ou c'était vraiment tout loisir? Non, judo pendant très longtemps, en club forcément. Et puis la course à pied, je suis venu en club à partir des années lycée. Par le cursus scolaire d'abord avec l'UNSS et puis en club ici à Annecy. Les crosses forcément, la magie de la course à pied et du cross. Et puis la piste. Moi en fait je suis un amoureux de sport, je pense que je l'ai été pendant longtemps. Je le suis peut-être un peu moins aujourd'hui, ou en tout cas moins de sport. Et en tout cas l'athlé, ça continue d'être, s'il y a un sport que je suis de bout en bout toute l'année, toutes les compètes, c'est vraiment l'athlé, quoi. Ça continue d'être le sport qui me passionne. C'est le grand fil rouge du coup de ta pratique. Ouais, puis même, alors de pratique aujourd'hui non, je suis rarement sur la piste et encore moins en compète, même si j'ai fait du cross récemment. Mais par contre, j'adore regarder les JO, j'étais scotché à la télé l'an dernier, ou les meetings ou quoi. Mais ouais, donc ça a toujours un peu, je pense que ça a accompagné pas mal d'étapes dans ma vie, et notamment dans le cursus scolaire. C'est vrai que ça a toujours fait écho en fait, d'abord à l'école, donc collège, lycée, à l'INSA, puis même après dans ma vie professionnelle. Ça a toujours apporté un équilibre assez sain. Oui. Ok, il y a du temps à consacrer à un entraînement parce que je veux mettre des objectifs. Il faut que je gère cet équilibre avec les autres sphères que j'ai, que ce soit les études, le travail, le temps perso avec les amis, la famille, etc. Ouais. C'est toujours plein de curseurs à mettre au bon niveau, au bon moment. Ouais. Et du coup, quand tu étais à l'INSA, tu étais membre de l'association sportive d'athlétisme. Ouais. Et du coup, là, pareil, tu es rentré donc, directement dans les compétitions, ou c'est quelque chose qui est venu plus tard au fil de ton cursus? Alors, je faisais déjà de la compétition avant l'INSA en athlé. J'y suis venu plutôt au lycée à faire de la compétition sur piste et en cross. Et donc à l'INSA, je suis venu à l'AS parce que notamment, alors j'étais pas en section haut niveau, donc j'essayais de gérer mon temps comme c'était possible. Clairement, j'avais pas le niveau pour non plus être éligible. J'avais pas un niveau, on va dire, régional plus bon en athlé.
Et ouais, c'était Virginie Barrault qui était en charge de la S-Athlé. Qui s'en occupe encore maintenant. Qui s'en occupe toujours, donc bonjour à Virginie. Et puis ouais, en fait, moi, ça m'a toujours... une partie du plaisir de l'entraînement et du sport, c'est aussi le côté social, de faire ça en groupe, de trouver des connexions qui sont différentes, des connexions qu'on peut avoir en classe ou après plus tard au travail. Voilà. Ça peut d'autres cercles. Ouais, voilà. Ça rythme moyen de se rencontrer. Ça rythme les semaines. Je me souviens, il y avait... je sais pas s'il existe encore le CIA, c'était le club. Oui, on a Léna qui est présidente du CIA. ici. Voilà. Je me souviens, il y avait les footings le lundi soir du CIA. Oui, c'est ça. C'est toujours le lundi soir. Ouais. Excellent. Je sais pas si c'est toujours la même boucle, mais mais moi je me souviens de ça notamment en première année où ouais, c'était un rythme où je me souviens de discuter avec des gens qui étaient en 5e année et je me disais, waouh, les gens qui sont en 5e année, c'est des vieux. Oui, ça paraît forcément très loin. C'est ça. Et en fait, ça permet cette connexion où le moyen commun, c'est le sport. On est tous là pour faire un footing. Et alors moi, il se trouvait que je connaissais déjà un peu Lyon, donc ça m'a aussi permis de redécouvrir la ville. Mais ouais, c'est un catalyseur de personnes, c'est un moyen qui permet de faire des rencontres qui n'auraient pas forcément lieu sans cet intérêt commun que le sport. Donc ouais, il y a eu l'AS, puis après, au fil des années, je me suis aussi rapproché d'amis plus proches avec qui je m'entraînais aussi très régulièrement, des gens qui étaient notamment pour la plupart, même tous à l'INSA. Et c'est encore aujourd'hui parmi mes amis les plus proches. Quoi. Donc non, c'est cool. Et dans cette période, du coup, là, on parle de combien d'entraînements par semaine à peu près en termes de... C'était quelque chose qui prenait beaucoup de place déjà ou c'était vraiment un moyen de se défouler c'est une bonne question. Chose autour des études? Je pense que alors ce qui est sûr, c'est que je faisais moins d'heures d'entraînement que maintenant. Ouais. Par contre, l'intensité était beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que je m'entraînais notamment, donc, si on prend l'exemple du 800 mètres, 800 mètres, c'est même pas 2 minutes de course, donc c'est très intense comme effort. Et encore, c'est pas du sprint, c'est à la limite entre le sprint et le demi-fond. Ouais. En volume horaire, je faisais, mes footings longs, c'était 1h15, peut-être 1h30, c'était sortie longue, quoi. Ouais. Ce matin, je viens de courir 5 heures. Voilà, c'est des références qui sont différentes. Mais du coup, je m'entraînais, je pense, peut-être 5-6 fois par semaine. Mais c'était... je pense qu'avec le recul, si aujourd'hui j'essayais de m'imposer le même régime d'entraînement, ça serait encore plus dur, pour moi en tout cas, que l'endurance. Parce qu'il n'y a pas que le nombre d'heures, mais il y a aussi le facteur intensité et le facteur s'il y a une séance très très intense qui est prévue le mardi, c'est compliqué de la bouger au lundi ou au mercredi parce que du coup ça va influencer tout le reste. Ouais. Alors que comme aujourd'hui on fait plus de volume, c'est pas qu'on s'en fout, mais il y a plus de flexibilité. C'est plus facile de caler les séances, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, pour avancer un peu dans ton parcours, aujourd'hui, donc on le voit avec la casquette, tu es ingénieur chez Oka. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment est-ce que tu es venu à travailler donc, pour cette marque de sport et comment est-ce que tu en es arrivé là? Ouais, le lien il est assez direct avec ce dont on parle parce que j'avais entendu parler et fait mes recherches et suivi un peu l'histoire de Oka qui a été créée à Annecy en fait. C'est une marque qui est assez récente quand même, qui a beaucoup émergé ces dernières années. Ouais, c'est 2009-2010 le tout début de la marque. Les premiers tests ils ont été faits là-haut, tu vois, juste derrière l'antenne là qu'on voit. Fin 2000, donc automne 2009 quand ils ont reçu les premiers protos et je me souviens de ça parce que j'ai dû voir, clairement j'ai vu passer ces chaussures qui à l'époque c'était des trucs monstrueusement moches, horribles, incompréhensibles parce que la tendance était au contraire au minimalisme, au plus léger, plus fin possible, on courait avec des chaussures la démarche d'Oka. Voilà, et Oka est arrivé à dire nous on va faire le contraire complet. Donc ok, d'accord. et je pense que ça a intrigué une curiosité que j'avais un petit peu sur comprendre comment sont fabriqués, comment sont conçus des éléments de matériel qui permettent les pratiques sportives. Parce que en coureur, pratiquant en athlète, j'allais en magasin spécialisé running, je sais pas, 1 ou 2 fois par an. J'achetais en général à peu près toujours la même paire chaque année. Je comprenais à peu près, il y a des changements légèrement de couleur, de quoi, mais
Mais est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dessus, il y a des gens en conception vraiment qui réfléchissent si cette ligne-là, elle est mise de cette manière. Il y a plein de marques, de modèles différents et c'est des approches un peu différentes des chaussures. Ouais. Et du coup, j'avais vraiment cette curiosité à essayer d'en savoir plus sur comment étaient conçues toutes ces choses, comment étaient fabriqués tous ces produits. Et il se trouve que en parallèle de deux manières différentes, j'ai fait connaissance avec deux membres de l'équipe Hoka de l'époque. Un d'eux avec qui je discutais il n'y a pas plus tard qu'une heure, qui est toujours un collègue de travail, un très bon ami, Christophe Aubonnet, qui est passé par l'INSA en... Quelle année? Ouais, il a fini dans les années 90, on va dire. Okay. Je me rappelle, il va me taper sur les doigts si je me trompe sur l'année. Mais il est passé par l'INSA également. Et il était organisateur d'une course auquel j'ai pris part qui s'appelait Interlac, un trail entre Annecy et Aix-les-Bains. Ouais. Et on avait fait connaissance par cette manière-là parce que j'avais pris part à la course. Et un autre, c'est un gars avec qui je courais en compète sur la piste. Et en fait, moi je savais qu'on avait l'échéance des stages en fin de cursus et ça a pris plusieurs années, mais à chaque fois je dis, au fait... D'ailleurs. D'ailleurs, on va en venir, ouais. Non mais voilà, moi c'était, au fait, d'abord, où est-ce que vous en êtes, combien vous êtes, qu'est-ce que vous faites à Annecy, est-ce que ça vous intéresse de prendre quelqu'un en stage, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. En gros, j'y connais rien en chaussures, mais par contre j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, voilà ce que je peux apporter. Et ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait encore. Et enfin, ça l'a fait pour mon stage de fin d'études. Ok, en fin de 5e année. Voilà, sur la deuxième partie de la 5e année. Donc c'était en mars 2016, où j'ai attaqué dans le bureau ici à Annecy, au sein de l'équipe innovation. Et puis, ça va faire... je vais attaquer ma 10e année. 10e saison, du coup. Ouais, c'est ça, 10e saison. Ok. Et est-ce que c'est cette volonté du coup de travailler pour une marque de sport, de travailler dans la conception de matériel sportif qui a fait ton choix de partir sur le département sciences et génie des matériaux, ou c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié et c'est un peu le hasard qui a fait que ton département et ton choix de rotation marchaient bien? C'est une bonne question. C'est pas le hasard, parce que je me souviens d'hésiter entre matériaux. En fait, je pense que j'aurais voulu tout faire. Parce que c'est pas que j'ai des problèmes à faire des choix, c'est que j'avais toujours... une des raisons qui m'a poussé même vers l'ingénierie en général et les sciences plutôt, c'est que j'ai une passion pour la physique. J'adore ça. J'écoute toujours... C'est un truc où j'écoute des podcasts sur la physique et sur l'astrophysique notamment. J'étais nul en physique en premier cycle, j'avais des notes, c'était horrible. Mais par contre, je trouvais ça passionnant, quoi. Genre, je me souviens... En cours, j'étais là, mais c'est génial. Et puis après, j'arrivais en interro et je disais, ok, bon, c'est génial, mais j'arrive pas. Et du coup, j'avais un peu cette... je pense que le département matériaux, ça m'a intrigué pour aller vraiment au plus profond des choses de, ok, chimiquement, physiquement, qu'est-ce qui fait, en gros, entre guillemets, je vais simplifier de manière extrême, mais qu'est-ce qui fait les choses qu'on utilise qui après donne des propriétés mécaniques, physiques. La dimension de changer un peu d'échelle sur Ouais, d'aller vraiment la caractérisation la plus basique de tous les matériaux. Puis un truc qui me fascinait, c'était comment on choisit les matériaux qu'on utilise. Genre comment ça se fait qu'on a pris du coton pour faire ce sweat ou qu'on a pris du polyester et pas du polyamide ou au contraire du polyamide pour faire ta veste. Pareil, je connais beaucoup plus les matériaux qui composent une chaussure, mais ça, c'était un truc, et ça continue d'aujourd'hui de m'intriguer des fois, à dire, mais il y a plein de choses, en fait, on les fait parce qu'on les a toujours fait comme ça, et c'était ce côté un peu revenir aux questions fondamentales, quoi. Okay, ouais. Et d'avoir un champ des possibles qui soit du coup très vaste et de pouvoir creuser un peu partout. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Donc, du coup, on va continuer un peu là dans ton parcours, dans le temps. Donc, tu nous as dit que tu as commencé à travailler pour Hoka avec ton stage de fin d'études. En parallèle de ça, donc, comment est-ce que tu as pu en arriver dans la pratique de la course à pied vraiment en endurance, en ultra-trail? Est-ce que ça a été lié? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est toi personnellement qui a commencé à courir et qui t'est pas arrêté? Ouais, c'est une bonne question aussi. Alors, ce qui est paradoxal,
En grandissant, j'ai pas grandi à Annecy même. Mes parents habitent à, on va dire, 10-15 minutes en dehors de la ville, dans la campagne, dans les Préalpes. Vraiment, je suis pas grandi en montagne, mais vraiment pas loin des montagnes. Et en fait, en pratiquant la course à pied, même quand je faisais de la compète en cross ou sur piste ou quoi, il n'y avait jamais vraiment la distinction de courir sur des chemins ou courir sur la route ou courir sur la piste. C'était toujours, bah oui, courir, quoi. Et mes parents, ils faisaient pas énorme de compète, mais des fois, ils participaient à des courses qui aujourd'hui s'appellent trail, qui il y a 20 ans s'appelaient course nature ou course de je sais pas quel patelin. Et aujourd'hui, elles sont rebrandées trail, mais en fait, c'est aussi un sport qui est très jeune, le trail, et qui se définit qui a, d'une certaine manière, existé sous différentes formes en fait, depuis assez longtemps. Et pour ma pratique, je pense que il y a un peu de ça dans le sens où je ne me suis pas réveillé un matin et dire tiens, je vais me mettre au trail, ça va être génial. Je dis bah non, il y a eu des moments où voilà, surtout quand je m'entraînais pour du 800, du 1500 ou du 3000 mètres steeple, il y a toute une partie de l'année qui est vraiment calée sur essayer d'être performant sur ces disciplines qui sont spécifiques. Et après, je sais que j'avais pris plaisir aussi à faire des randonnées en montagne ou à faire du ski en hiver ou même hors de la saison, faire des plus longues sorties à pied, ce qu'on appelle rando-course maintenant, voilà, faire des plus longues distances. Et il y a quand même eu un peu un déclic au moment où j'ai fait mon année en Erasmus, où j'étais dans le nord de la Suède, à Luleå. Okay. Et ce qui a changé, c'est que j'étais plus du tout dans une structure et dans un groupe où les entraînements étaient assez calés sur, voilà, il y a des séances typiques à faire. On va au stade à Lyon ou quoi, on fait des rythmes un peu calqués semaine après semaine. Là, d'un coup, j'étais tout seul. En fait, beaucoup plus livré à moi-même sur la manière de gérer mon entraînement. J'avais aussi plus de temps parce que la charge de cours était quand même un peu moins élevée qu'à Lyon, en Erasmus, quoi. Et en fait, je pense que c'est l'année où d'un coup, je me suis dit mais c'est génial de faire plus d'heures et l'entraînement en volume, c'est trop bien. Enfin, ça m'apportait à la fois plus de satisfaction sur mon équilibre. Et puis en fait, ouais, j'ai aussi, je pense que je me suis entraîné plus justement à mon niveau, pas vouloir toujours insister sur l'intensité, mais être à une intensité qui était un peu plus réglée pour moi et à augmenter le volume, quoi. Donc j'ai participé à, je crois que mon premier grand trail entre guillemets, et la seule fois où j'ai couru avec Kilian Jornet, c'était pour l'instant. Pour l'instant, ouais. C'était en Norvège, la première édition d'une course qu'il organisait là-haut. Okay. Et ouais, c'était complètement la découverte. J'avais jamais fait aussi long. C'était 45 km avec 4005 de dénive. 45-4005 Ouais. C'est le plus gros ratio que j'ai jamais fait. C'était pentu là. Oui, il y avait de quoi s'amuser. Mais ouais, c'était l'aventure, c'était la découverte. Et je pense que ça m'a un peu aussi ouvert les yeux sur ouais, l'athlé c'est cool et j'adore ça et je continue d'adorer ça aujourd'hui, mais il y a d'autres choses que j'ai envie d'explorer. J'avais une de mes meilleures potes à l'époque qui m'avait challengé à m'inscrire à un triathlon. Elle faisait du triathlon et moi j'ai dit bon, j'ai jamais fait ça, ça me faisait envie, ça me faisait rire, mais et pareil du coup allez, j'ai essayé d'apprendre à nager ou à nager suffisamment pour faire du triathlon. Et en gros, je viens faire un premier triathlon, puis un deuxième ici à Annecy au début de mon stage, pendant mon stage avec Oka. Okay. Et en finissant ce triathlon, un des collègues que je citais tout à l'heure, Christophe, j'arrive le lundi suivant au bureau, il me nargue un peu, il me dit « Ouais, c'est bien, t'as fait le triathlon, et tout, machin. » Mais bon, c'est quand même la version enfant du sport, quoi. Lui, il est connu en fait pour... c'est un énergumène des sports d'endurance dans le sens où son premier triathlon, c'était en brun, donc il y a une distance Ironman en montagne. Son premier trail, si je ne me trompe pas, c'était soit la Diagonale des Fous, soit l'UTMB, des deux. En petit. Donc c'est un peu, voilà. Ouais. Et il a fait des manches Coupe du Monde de Raid Aventure pendant des années, il continue de le faire. Ouais. Raid in France notamment. Et ce qu'il a fait dans les semaines qu'on suivi, c'est qu'il m'a offert un dossard pour une course qui avait lieu à Annecy et qui a toujours lieu ici, mais qui était format Ironman de triathlon, okay, en montagne. Et un truc que pareil, j'avais jamais fait. Et il m'a un peu jeté, enfin gentiment, hein, mais jeté dans le bain de OK.
on va voir ce que ça donne sur l'endurance. Et en fait, j'y ai pris goût assez rapidement. Ouais. Et du coup, depuis, t'as pas arrêté. Est-ce que tu as eu des saisons blanches ou des périodes avec beaucoup moins de sport en fonction de, je sais pas, de ta vie professionnelle, de ce qu'il y a autour, mais est-ce que c'était quelque chose qui était linéaire, constant ou au contraire très vallonné? Non, ça a été assez vallonné dans le sens où j'essayais en fait. J'ai jamais mis vraiment un protocole très sérieux dans l'entraînement. J'ai jamais vraiment eu de coach en triathlon. Depuis ces années d'Erasmus, en fait, j'ai vraiment fait les choses au feeling et à essayer tout le temps, un peu comme dans un process de R&D, quoi. Tenter un protocole, voir ce que ça donne, dire ok, là ça n'a pas marché pour ça, maintenant je suis blessé ou il y a quoi que ce soit. Et puis surtout gérer aussi avec la charge de travail, les charges, les autres choses de la vie. Mais ouais, ça a donné quand même quelques années où je me suis essayé à faire du triathlon. J'ai fait quelques triathlons distance Ironman entre 2016 et 2019. Et en fait, je passais pas mal de temps en déplacement via mon travail et jusqu'à toute fin 2019 à déménager aux États-Unis. Où il y a le siège de l'entreprise, on fait partie au CAR. Et là, en fait, c'est le Covid qui a mis un stop aux compétitions et notamment au triathlon pour moi, où je commençais quand même à me dire ouais, là c'est bon, j'ai fait le tour, le triathlon c'est sympa, mais je suis pas sûr que. J'adore le vélo, j'adore courir, la natte, j'ai jamais adoré ça, j'avoue. Et puis le trail, en fait, j'y étais revenu et j'avais essayé, j'avais fait notamment un 80 km en 2017. Ça s'était pas super bien passé. En 2018, j'avais voulu le refaire, la course avait été annulée. Enfin, j'avais jamais vraiment pu m'exprimer en trail. Et la période de Covid, en fait, elle m'a permis, pour la première fois, de me poser un peu plus et me dire, ok, si je veux vraiment me donner les moyens de réussir un peu plus en trail, comment est-ce que je mets en place un protocole d'entraînement peut-être un peu plus anticipé, un peu plus long terme, essayer de faire les choses un peu plus sérieusement, quoi. Donc, si tu pourrais nous décrire assez rapidement donc, une journée, qu'est-ce que ça donne une journée type d'ingénieur, d'ingénieur sportif? Et bon courage. Ouais, alors quand? Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé un peu pour moi depuis septembre dernier, je t'avoue. On va dire avant l'UTMB, parce que je pense que l'UTMB, on y viendra. En fait, je l'évoquais tout à l'heure, je pense que l'entraînement en endurance, il permet paradoxalement, même s'il y a un nombre d'heures qui est conséquent, il permet une flexibilité. Et pour moi, la flexibilité, j'ai toujours joué avec ça, à dire il y a des jours où j'ai des réunions tard le soir, le seul moment où je peux m'entraîner, c'est entre 5h et 7h du matin. Bon, je vais mettre le réveil et je vais m'entraîner entre 5h et 7h du matin. Et il y a des fois où c'est entre midi et 2, où il y a des fois où... Et en fait, jouer avec cette flexibilité, se dire bah ouais, j'ai pas le choix, c'est maintenant. C'est une contrainte qui est intéressante à développer, et notamment pour l'ultra, parce que faut constamment jamais prévoir. C'est ça. Okay. Ouais. D'accord. Quel est du coup le plus gros challenge technique que tu as eu à relever vraiment dans ton métier de concevoir des chaussures? Quel est le truc qui t'a le plus challengé? La communication avec des équipes qui sont nombreuses, qui sont variées, qui sont pluridisciplinaires, des gens qui viennent d'horizons vraiment différents, qui sont de nationalités différentes, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas du tout les mêmes métiers. Et en fait, si on prend l'exemple d'un des sujets sur lesquels j'ai pas mal bossé ces dernières années, c'est les nouvelles mousses dans les semelles de chaussures. On peut se dire, ok, bon, on a un protocole pour développer une nouvelle mousse, on va travailler avec des chimistes, on va travailler avec les industriels, les usines, etc., les experts en moulage. Sauf que ça demande aussi en fait, beaucoup de, entre guillemets, politique, à expliquer le pourquoi, expliquer pourquoi est-ce qu'on veut changer quelque chose, qu'est-ce que ça apporte. Et en fait, la communication, c'est tellement essentiel au succès de tout ce qu'on veut faire dans le monde de l'entreprise. Parce que si n'importe quelle idée, quelle que soit, aussi bonne ou mauvaise qu'elle soit, si elle n'est pas comprise, c'est même pas la peine, quoi. Il faut attendre qu'on puisse creuser et accepter. Et je pense que quand on a un profil scientifique, ingénieur, des fois on se dit mais non, mais c'est trop bien ça, c'est super et tout. Et en fait, il ne faut pas oublier que si personne comprend, c'est même pas la peine. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer en 10 secondes, voilà pourquoi c'est génial. Et du coup, ok, on y va. Et je pense que ça demande un peu de temps de vraiment maîtriser ce facteur. Aucun rapport.
Qu'est-ce que ça fait du coup de courir avec les. Enfin, qu'est-ce que ça fait de courir avec les chaussures que tu as en quelque sorte créées? Alors, je les ai pas créées tout seul. Oui. Contribue. Ouais, je contribue. Mais non, c'est cool. En vrai, c'est vraiment cool. Après, un de mes rôles ces dernières années, ça a été de gérer toute la partie testing, notamment, où il y a une équipe aux États-Unis qui gère le recrutement de tous les testeurs pour les nouveaux produits, pour Roka. Et moi, un des trucs que je dis constamment, c'est que j'essaye de ne pas donner mon avis directement dans les projets sur lesquels je suis impliqué, parce que je ne peux pas être à la fois juge et partie. C'est-à-dire qu'on a des protocoles de test où on essaye de recruter un certain nombre d'utilisateurs qui sont alignés avec le brief du projet, si c'est une chaussure de randonnée, si c'est une chaussure de course sur route, de trail ou quoi. Et c'est génial de pouvoir tester soi-même. C'est aussi important d'essayer de ne pas mélanger les choses et de reconnaître quel est mon avis à moi en tant qu'utilisateur, parce que j'aime bien ça ou quoi, et quel est l'avis global, synthétique, statistiquement parlant, qui doit faire avancer le projet. Parce que par exemple sur une paire de chaussures que vous allez, une nouvelle gamme que vous allez sortir, vous allez tester du coup sur des personnes typées sport performance, des personnes sport occasionnel, ou ça dépend vraiment de la chaussure que vous ça dépend vraiment de la chaussure, ouais, ça dépend. Donc en fait le début d'un développement produit, ça commence par la création de ce qu'on appelle le brief. Donc les personnes qui sont on appelle Product Line Management ou Marketing Produit. C'est les personnes qui sont en charge de la définition et notamment en charge au début du cycle, la définition de ce brief produit, le cahier des charges. Et en fait, ce cahier des charges, il va définir quel est le consommateur clé, quel est le besoin qu'on va résoudre, quel est le problème que l'on va résoudre avec ce produit, ou alors quelles sont les améliorations que l'on veut apporter. Et en fonction de ça, on va définir, en fait, si on parle du test, on va définir le plan de test. C'est-à-dire, ok, en fonction de ce cahier des charges, qu'est-ce qu'on veut tester? Si dans le cahier des charges, tout en haut de la liste des priorités, il faut que ça soit ultra confortable dès le chaussage, bon, forcément, on va mettre ça en haut de la liste quand on met en place le test. Okay. Et le type de testeur est très très important parce que, voilà, entre, comme tu l'as dit, des gens qui sont coureurs occasionnels ou presque professionnels, il y a un monde. Et puis même entre des gens qui savent ce que c'est que le trail running ou pas du tout, il y a aussi un monde. Donc, c'est vraiment de essayer de toucher un peu tout le monde, au moins de cibler pour qui est dessiné le en fonction produit. Des régions, des pays, il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Et du coup, dans ton quotidien, quel point commun tu trouves justement entre donc, ta vie d'ingénieur et tes entraînements et ta pratique du sport, que ce soit avant le triathlon ou maintenant le trail? Qu'est-ce que tu observes du coup de vraiment Je pense que, on en parlait un peu tout à l'heure, mais le côté R&D de l'entraînement, parce que même si aujourd'hui j'ai toujours pas de coach, peut-être que j'aurai un coach à l'avenir, mais ce que j'adore dans l'entraînement et dans la recherche d'optimisation de performance dans le sport, c'est qu'il y a un peu ce côté, innovation ou voilà, recherche, erreur, à mettre en place un protocole, voir les progrès que l'on fait, voir les erreurs aussi. Et puis lors de la compétition, c'est une mesure assez brute de ok, quel progrès on a fait, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, c'est sûr qu'il y a aussi un lien avec le fait que j'utilise des produits que l'entreprise pour laquelle je travaille développe. Ouais, ok. Est-ce que des fois tu as été déçu un peu des produits? Enfin, je sais pas si c'est peut-être une question. Ouais. Tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas, de vraiment les identifier. Ouais, c'est un peu une partie du job où on est constamment. Notamment, moi je travaille en innovation, donc on travaille sur des projets qui sont sur, on va dire, il y a des choses qui peuvent aller très vite, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt 3 à 5 ans l'échelle de temps. Okay. Donc on est un peu des insatisfait constant, quoi. On va se dire non mais là c'est pas suffisant, on peut faire mieux un peu pour ça, et pourtant moi paradoxalement en termes d'utilisateur c'est pour ça que je disais je suis pas un bon exemple, parce que je suis le premier à quand j'aime quelque chose je dis mais ça faut pas le changer, ça c'est génial, je vais aller au bout d'utilisation d'un produit jusqu'à ce que vraiment il soit complètement explosé. Mais pour autant il y a toujours des améliorations, et pas que d'un point de vue performance, c'est dans tout le réseau de fabrication. Aujourd'hui on mesure très précisément l'empreinte carbone des produits, le type de fournisseurs avec lesquels on travaille,
Et donc les pistes d'amélioration ne sont pas que plus légers et plus rebondissants pour une chaussure de course à pied. Oui, ok. Bon alors, pour commencer sur ta partie entraînement, est-ce que tu peux nous dire une semaine type, ton volume est-ce que tu as tendance à t'entraîner tout seul ou en groupe Donc le volume et le type de semaine va vraiment dépendre de la période de l'année. Moi j'aime bien anticiper sur en fait une progression de volume qu'aller sur une course objectif. Donc là par exemple, ouais je sais c'est marrant, il y a un canard qui se marre. Là par exemple je m'entraîne pour une course qui est dans un mois maintenant, qui est 120 km avec 5002 de dénive. Donc en fait je cale vraiment ma progression de volume d'ensemble et de volume à pied sur cet objectif. Et je vais en fait semaine par semaine faire une progression assez, pas linéaire mais calée. Tu montes jusqu'à quoi, 150, 180 km Ouais, ça dépend de la course objectif. Le plus long que j'ai fait, par exemple pour l'UTMB, c'était 180, un peu plus de 180 km avec le ratio dénivelé, donc ça faisait 11 000 de dénive sur la semaine. Là, donc, par exemple, pour la course que je prépare, il y a 2 fois moins de dénive, donc, il y a un plus faible ratio de dénivelé pour la distance, donc pareil, l'entraînement s'adapte en fonction, quoi. Et je m'entraîne tous les jours, mais il y a des jours où vraiment j'aime vraiment garder les jours qui sont récup, en mode, faut vraiment que ça soit un effort très facile, quoi. J'aime bien l'idée de, si tu veux pouvoir aller pousser très fort dans les journées difficiles, il faut que les journées faciles, elles soient vraiment faciles, quoi. Donc, et après, dès que je peux, ma règle, c'est au moins un jour par semaine où il n'y a pas de course à pied. Donc c'est soit du vélo, soit du ski en hiver de temps en temps. Et dès que je peux, en fait, j'adore ajouter le vélo, j'adore ça. Donc, justement, j'allais te demander, donc là tu es en préparation, on sort de l'hiver, mais comment toi tu croises ton entraînement on sait que des athlètes comme François Daen, on les voit tout le temps en train de faire du ski de rando. Ouais. Est-ce que toi tu en profites aussi en étant à Annecy moins que des gars comme François, parce que j'habite pas aussi près des montagnes. Et en fait, alors j'ai eu la chance de faire du ski très jeune et je continue à en faire, notamment en rando, en fond un petit peu aussi. J'avoue que cet hiver, ça m'a même surpris moi-même. En fait, j'ai moins le goût d'y aller. Parce qu'à Annecy, on n'a pas la neige là, on ne peut pas partir skier au pied de la maison. Et en fait, j'ai vraiment pris l'habitude de m'entraîner depuis chez moi. T'aimes moins prendre la voiture, ça a moins de sens pour toi. Et c'est pas tant. Alors bien sûr, il y a le côté. En vrai, j'ai pas de voiture ici à Annecy, donc quand je veux prendre la voiture, elle est partagée en fait avec des membres de ma famille qui habitent pas loin. Donc ça demande juste d'anticiper et de dire tiens, est-ce que quelqu'un a besoin de la voiture? Donc j'ai pas la spontanéité de monter comme ça. On a un vélo électrique, je l'ai fait une fois ou deux, mais c'est quand même un peu l'aventure de monter ski avec le vélo électrique. Mais c'est surtout en fait en termes d'efficacité dans l'emploi du temps, quoi. Quand tu as l'habitude de faire tous tes entraînements chez toi, d'un coup prendre la voiture, monter ski et revenir, tu te dis mais là ma journée, j'ai cramé toute la journée, quoi. Et c'est génial, hein, de temps en temps c'est super de le faire. C'est juste que j'avoue que je préfère prioriser l'efficacité. Et aussi je me suis rendu compte que, notamment pour la prépa UTMB l'an dernier, j'ai fait beaucoup moins de vélo l'été dernier que j'avais l'habitude les années d'avant. Du coup, ça me manque, j'ai envie de rouler tout le temps, quoi. Du coup, même cet hiver, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à aller rouler que des fois des belles journées de ski. Bon, tant pis, quoi. Ouais. Et donc, ski de rando et vélo, là, c'est en groupe ou est-ce que tu as la chance, là, à Annecy, d'avoir des athlètes qui te suivent un petit peu ou... Ouais, il y a du monde, sur Annecy, c'est sûr. Il y a de plus en plus de pratiquants, en plus, c'est cool. Après, j'ai aussi des amis de longue date qui sont par là, avec qui je m'entraîne de temps en temps. Je vais pas mentir, la majorité de mon entraînement c'est quand même tout seul, aussi par contrainte juste horaire où on ne peut pas toujours anticiper et caler avec tout le monde. Mais de temps en temps c'est vraiment agréable de partager des séances. Il y a comme Thibaut Garivier qui est aussi athlète en ultra. On partage de belles séances de temps en temps et c'est agréable. J'adore pouvoir... De temps en temps c'est cool de faire tout seul et de temps en temps c'est bien de faire avec les amis. J'imagine que tu inclus du renforcement musculaire. Et combien de fois par semaine à peu près
peut-être avant, après le footing. Ouais, donc ça c'est jusqu'à en fait l'an dernier, je faisais ça vraiment de mon côté, à essayer de me discipliner. J'essayais de faire minimum 2 fois 30 à 45 minutes par semaine, mais c'était plus chez moi avec matos minimum, élastique, les choses vraiment, enfin gros pas très, jamais monté en charge ou quoi. Et là, depuis le début de l'année, je fais les choses de manière plus structurée. Je travaille avec un préparateur physique. Donc je vais 2 fois par semaine en salle à augmenter un petit peu les charges ou quoi, parce que c'est clairement, je pense que c'est un facteur de performance qui est très important en ultra notamment. Donc, oui, et puis pour prévenir les blessures là, sur des semaines, des grosses semaines d'entraînement, c'est super important. C'est clair. Et de même, est-ce que tu as un préparateur mental? Quelle place là, tu accordes à ta préparation mentale Ouais, c'est super important aussi. Ouais. Qui sont nerveusement très compliquées. Donc j'ai pas de préparateur ou de préparatrice mentale. J'ai eu des suivis en psychologie plus général. C'est pas forcément nouveau, mais ouais, pas forcément lié directement au sport, en fait, plus en psychologie générale et d'autres choses de la vie. Et la préparation mentale, ouais, c'est un domaine qui est fascinant pour moi. Et je pense que, tu vois, on parlait tout à l'heure, j'ai fait du judo pendant de nombreuses années quand j'étais jeune. Et en fait, j'y repense souvent, mais en tout cas, les coachs que j'ai eus étant gamin, ils étaient vachement en avance sur leur temps en termes de prépa mentale, quoi. Parce que je me sers toujours aujourd'hui de trucs, je me souviens quand j'étais en préadolescence ou quoi, à prendre pour des compètes de judo. Tu as des exemples là? Tu penses peut-être à des petits... J'avais un coach qui me disait, il disait tout le temps à l'entraînement, il disait « la douleur, c'est une information ». C'est l'esprit trail. La douleur n'est qu'une information, donc traite-la, analyse-la. C'est pas pour ça qu'il faut t'arrêter, quoi. Et justement, tu penses que toi, tu es quelqu'un qui arrive à aller très loin dans la douleur. Quel rapport tu as avec ça? Je sais pas, honnêtement. C'est difficile parce qu'on n'a pas de mesure de sensibilité à la douleur. Je pense que j'ai toujours pensé que non, parce que notamment sur, si je me remémore notamment mes compètes sur la piste, j'ai rarement pris plaisir et j'ai rarement eu en fait une sensation de contrôle, mais plutôt toujours une sensation de subir les courses. Et à ces niveaux d'intensité-là, ouais, j'ai jamais l'impression d'avoir été en contrôle, et du coup je me disais je suis juste pas capable de tenir le niveau de douleur que ça inflige. Et en ultra c'est très différent parce que le curseur d'intensité il est beaucoup moins fort. Mais par contre, physiquement aussi. Ça dure très longtemps et en fait, il faut jauger de manière beaucoup plus fine. Et ouais, je pense que ça me convient mieux parce qu'il y a un peu plus de choses à gérer et il y a une partie douleur quand même qui entre en compte, mais qui est plus à petit feu et qu'il faut pouvoir analyser et faire avec, quoi. Ouais. Et sur la partie nutrition, là, qu'est-ce que tu avais signé chez Baou là, récemment? Ouais. Et qu'est-ce que tu mets en place là, à chaque entraînement? Est-ce que tu testes des choses? Ouais, pour moi la nutrition c'est fascinant parce que ça fait vraiment partie de cette procédure de recherche et développement un peu où chacun est différent. Et même chaque entraînement, chaque sortie va être différente aussi. Et moi constamment j'essaye de changer des choses. Des fois je fais pas toujours les choses dans les règles. Des fois je vais courir 3 heures, je prends rien du tout, mais bon ça passe. Et puis il y a d'autres fois où la même séance, en fonction de comment j'ai dormi ou quoi, ça va pas passer de la même manière. Pareil au niveau de l'hydratation, au niveau de comment je suis habillé ou quoi. Donc ouais, l'entraînement permet vraiment d'essayer de comprendre quels facteurs vont changer la performance et les sensations. Et après, l'idée c'est d'arriver le jour de la course en ayant le cadre le plus précis possible pour moins essayer et plus être ok, voilà, c'est ça qui marche, c'est ça qu'il faut faire pour minimiser les risques, quoi. Pour finir sur l'entraînement, quel conseil tu donnerais à toi plus jeune? Je pense que ce serait le conseil d'être plus patient et d'être plus à l'écoute des sensations.
je pense que c'est facile d'avoir des références avec aujourd'hui encore plus. Strava, c'était les tout débuts quand moi j'étais à l'INSA, mais aujourd'hui, voilà, il y a des références dans tous les sens pour tout est mesuré tout le temps partout. Les réseaux sociaux, c'est des outils formidables, mais c'est aussi, ça peut être très toxique, à une tendance de se comparer aux autres tout le temps. Et finalement, le sport, ça peut être un vecteur génial de performance, mais aussi c'est de l'accomplissement, c'est du plaisir et être à l'écoute de soi-même, de ses sensations. Ça permet en fait de garder bien en mire le pourquoi on fait du sport, pourquoi est-ce qu'on consacre tant de temps et d'énergie à faire ça. Et finalement, c'est ça qui est le plus important. Et justement, tu parlais des sensations. Est-ce que tu as tendance à analyser beaucoup tes performances, tes données ou c'est ouais, bah, je pense que si, je pense que c'est intéressant de regarder quand même, parce qu'il y a des capteurs qui sont vraiment performants aujourd'hui en termes de fréquence cardiaque. Il y a même de plus en plus d'analyses en vélo. Il y a des capteurs de puissance, c'est phénoménal hein, pour mesurer l'effort. En course à pied, on n'a pas l'équivalent, mais il y a des algorithmes de plus en plus précis qui font des mesures de puissance. Et ouais, des choses comme ça, c'est intéressant de regarder, notamment sur du long, de corréler ça, de voir, tiens, est-ce que c'est différent quand je suis à vélo, ou est-ce que c'est différent en fonction de changement de température, de nutrition, dans une optique de performance, mais aussi même dans une optique de mieux comprendre son corps et d'analyser. Enfin, un gars comme Kylian, il a fait... Franchement, si vous ne connaissez pas son blog, allez-y, c'est incroyable, c'est une mine d'or, quoi. Le nombre de recherches. Il a fait plein d'articles, je crois. Il a partagé, c'est passionnant. Justement, je crois que tu as couru l'UTMB avec ta puissance que tu développais et non tes allures comme... un petit peu. Après, j'avais pas les yeux rivés dessus, mais sur la fin de course notamment, c'était utile. Parce qu'en fait, sur ultra, la fréquence cardiaque, elle baisse drastiquement avec les heures qui passent. Et c'est vachement dur de rester élevé en fréquence cardiaque. Du coup, la fréquence cardiaque, ça peut être quand même un bon indicateur de gérer son effort sur du plus court. Mais sur des efforts comme ça, la puissance du coup devient un peu plus pertinente de regarder comme indicateur de plus de continuité dans l'effort, de voir ok, est-ce que ça, ou alors même en montée, la vitesse sensationnelle aussi, c'est une donnée qui est intéressante. Et c'est deux trucs qui sont assez accessibles maintenant avec des montres qui sont quand même vachement précises. Alors, pourquoi déjà avoir choisi l'UTMB comme gros objectif de ta saison dernière ? En vrai, ça faisait longtemps que j'y pensais. Je savais que j'allais faire cette course un jour parce que même si j'ai pratiqué la course à pied et notamment le trail, même si pas en compète depuis longtemps, l'UTMB, je suis venu et revenu sous différents angles en spectateur. J'étais bénévole un an ou deux, et puis après avec Oka, je suis allé tous les ans et je l'ai vu sous tellement de différents angles. J'ai rencontré ma femme à l'UTMB aussi. Enfin, du coup, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment un truc assez central. Ouais. Et puis, on en discutait tout à l'heure, mais un de mes meilleurs amis, c'est Jim Ramsey, donc il a gagné l'année d'avant et qui, avant ça, a eu une relation... il a essayé, réessayé, et ça n'a pas été... Et puis moi, j'ai été dans l'assistance, donc j'ai vraiment vécu des choses assez spéciales autour de cette course. Et paradoxalement, j'avais jamais fait le Tour du Mont Blanc, j'avais jamais fait les chemins en rando, vraiment que des toutes petites sections autour des ravitaux. Et je m'étais dit, un jour, c'est sûr que je veux faire cette course. Et donc ça donner les moyens, essayer d'arriver en fait à avoir le droit d'aller sur la ligne de départ déjà, parce que c'est déjà un process. Et donc j'ai pu faire ça en gagnant mon ticket en 2023, et donc 2024 ça coïncidait en plus avec notre déménagement, retour des installations à Annecy, donc c'était un bel objectif et je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé, mais rien que le fait d'y aller, c'était super, quoi. Se préparer pour ça, c'était cool. Quand j'ai fait la reco sur le tour, c'était génial. Bon, évidemment, quelle est la première chose à laquelle tu penses quand tu passes cette ligne d'arrivée en 2024 ? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que j'ai vraiment, je pense que mentalement,
Genre j'avais tous les curseurs qui étaient saturés, comme si genre les capteurs ils étaient plus capables de... il n'y avait plus de sensibilité, tout était en mode trop saturé. Et aussi j'avais tellement été concentré pendant des heures et des heures et des heures sur ne pas tomber, bien penser à manger, bien penser à s'hydrater, est-ce que je suis toujours dans le rythme, calé dans les allures ou quoi, qu'au final t'arrives, j'avais pas réalisé, enfin sur le moment je pense que c'est à la fois j'étais très lucide, parce que j'essayais vraiment d'être très lucide tout le long du chemin à pas faire de bêtises. Et du coup quand ça arrive, c'est à la fois le manque d'anticipation parce que je me suis refusé à y penser et ok, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc ouais, non, mais du coup c'était génial pour ça aussi parce que c'est un beau moment. Ouais, c'est ça quoi, c'est un beau moment, c'est juste dans le moment, c'est cool quoi. Puis ça reste un souvenir. T'as été rapidement pris par l'enchaînement de tout l'après-course quoi. Ouais, alors ça par contre c'est ça qui a dû te marquer le plus. Alors le moment de l'arrivée même il est incroyable parce qu'en plus j'avais ma compagne Camilla qui était là, mes parents, mon frère, j'ai la famille de Lyon qui était venue le matin même quand ils ont vu les news, donc ça c'était incroyable. Et puis forcément cette ambiance à Chamonix, c'est juste dingue. Ce qui est, en revanche, ce que tu cites, c'est vrai, c'est l'enchaînement des heures qui suivent. Il y a un contrôle antidopage d'abord, et après, en fait, il y a un marathon médiatique qui s'enchaîne pendant 36 heures. Où, je pense que si tu dis non à tout le monde, en vrai, tu peux avoir l'appel dimanche, mais sinon, en gros, ton dimanche, c'est fini, quoi. Il n'y a plus grand-chose. Enfin, tu as beaucoup de sollicitations qui s'enchaînent. Je crois que tu as fait qu'une course depuis l'UTMB, je t'ai vu à Nice. Ouais. Donc là, ta prochaine course c'est dans un mois. Comment tu l'abordes? Tu vas forcément l'aborder différemment que l'année dernière. Ouais, oui et non. Parce que fondamentalement, ma manière de m'entraîner, elle ne change pas trop. Ouais. Donc la manière dont je me prépare, c'est similaire. Ce qui change, c'est sûr, c'est le regard extérieur où peut-être que vous m'auriez demandé de faire ça si j'avais pas gagné l'UTMB, mais je suis pas sûr. Donc voilà, c'est l'environnement en fait qui va changer et les attentes qu'il y a autour de moi. Bon, c'est sûr, hein, ça ajoute de la pression, ça ajoute un contexte qui était pas le même avant. Maintenant, voilà, on verra quoi. Je vais y aller, je vais me préparer et faire du mieux que je peux le jour J et puis on verra ce que ça donne quoi. Du coup, donc tu es le parrain du raid, donc merci beaucoup. Et pourquoi du coup avoir accepté de parrainer le raid INSA Lyon? Je pense que un des éléments marquants pour moi, même si j'ai jamais pu faire le raid, on en discutait tout à l'heure, un élément marquant de mes années à l'INSA, c'est la vie associative et le fait qu'il y ait plein de choses qui gravitent autour des études et des cours. Et ouais, moi ça m'a toujours marqué, et même si voilà, j'étais pas le plus assidu à m'y impliquer, à participer, c'est génial. En fait, c'est vraiment super parce que non seulement ça permet qu'il y ait un événement aussi cool que le raid qui soit organisé, mais aussi ça donne l'opportunité en fait quand on est dans les études à s'impliquer à l'organisation d'un événement qui rayonne, qui est incroyable. J'en discutais avec mon collègue Christophe, il dit ouais, je me souviens le raid. Voilà, ça a toujours un écho incroyable. Donc merci beaucoup de m'avoir contacté, de m'avoir proposé, avec plaisir. Et qu'est-ce que tu dirais justement à un étudiant de l'INSA qui hésiterait à se lancer dans un défi sportif comme le raid ou comme un ultra? Alors, je pense que j'ai pas regardé les spécificités du parcours et des distances et du menu qu'il y a au raid, mais je me souviens, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je me souviens qu'il y avait des sessions d'entraînement qui étaient proposées même sur Lyon, et notamment le parc de Miribel à l'époque, au Grand Large. Et en fait, ce qui est génial, notamment quand on est sur le campus, c'est qu'il y a cette possibilité d'essayer, et sans se dire forcément si je me mets au trail, c'est pour aller faire le plus long, le plus dur, le plus de dénivelé ou quoi. Non, ça peut être aller faire un run and bike au parc de la Fessine et comprendre, il y a une dimension orientation aussi.
Et ça, finalement, c'est la partie la plus importante dans le sport, c'est d'essayer d'être plus inclusif et d'encourager plus de personnes à dire ok, pourquoi pas essayer, même si le but c'est pas d'être champion du monde ou d'aller faire le plus vite, le plus loin, le plus fort, quoi. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que tu es vraiment de plus en plus vu comme un athlète et un modèle, est-ce que tu trouves que tu es plus responsable de l'image que tu renvoies ou... Je sais pas. J'essaye. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose que je ne peux pas ignorer, parce que forcément, ce qui change dans le fait que j'ai gagné l'UTMB, c'est qu'il y a plus de gens qui me suivent, il y a plus de gens qui ont envie de savoir des choses sur moi ou quoi. Et du coup, ça donne aussi une responsabilité sur qu'est-ce que je fais de cette audience-là, qu'est-ce que je fais de cette image, de cette position privilégiée. Sans pour autant me transformer en donneur de leçons, parce que je suis ni exemplaire sur tous les points, ni je connais tout mieux que tout le monde, quoi. Donc ouais, c'est des choses qui sont pas faciles, mais sur lesquelles j'essaie vraiment de réfléchir pour en fait utiliser cette position pour les causes et les questions qui sont selon moi les plus importantes. Et justement, le trail, ces dernières années, ça a aussi posé quelques questions par rapport au respect de l'environnement et des locaux. Est-ce que tu trouves que c'est conjugable un peu le sport de haute montagne et justement la préservation plus de l'environnement? Ouais, alors c'est une très bonne question. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le trail est si souvent lié aux questions environnementales, c'est qu'en fait l'environnement dans lequel le sport se passe est en changement drastique. Si on prend l'exemple de l'UTMB et de la vallée du Mont-Blanc et des glaciers dans les Alpes, les glaciers, c'est certainement les éléments naturels qui changent le plus vite et qui vont disparaître, c'est sûr pour la majorité d'entre eux. Même si on reste à 1,5 degré, ils vont tous disparaître. C'est super triste, ça va amener plein de coulées, de catastrophes, de chutes de pierres, de plein de choses. Et en fait, on va vivre ça, on va être témoin de tout ça. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de conscience, de prise de conscience dans le trail, parce que certaines personnes vivent dans ces régions, ou en tout cas voient de plus près ces paysages-là. Après, là où il faut être très vigilant, c'est qu'il peut y avoir un raccourci très 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 rapide et néfaste à dire ouais, mais du coup le trail c'est génial parce qu'on est tous des défendeurs de l'environnement. Non, attention, c'est pas parce qu'on dit là il y a un problème que d'un coup on met tout en place pour apporter des solutions. Donc il faut faire très attention à des tendances faciles de greenwashing qui peuvent apparaître ça et là dans tous les sens, que ce soit des marques, que ce soit des organisations, que ce soit des athlètes. Donc je pense que, pour en revenir à ta question, c'est conciliable, mais ça demande une remise en question à tous les niveaux en fait. Quel est le but fondamental du sport? Quel est le but d'une organisation? Est-ce que le but c'est d'avoir toujours le plus en plus de monde? Si oui, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui doivent participer? Sinon, comment est-ce qu'on met en place les règles pour que ça soit juste, pour que le plus grand nombre puisse participer? C'est pas facile. Est-ce que du coup, toi, tu serais prêt à arrêter de faire des courses officielles pour cette raison-là ou... Moi, perso? Oui. Ouais. Et... Si on dit demain, il y a une décision politique qui fait que par A plus B, on ne peut plus faire ça dans ces règles-là, et qu'on m'explique, et que collectivement, c'est une décision qui est prise, c'est pas la chose la plus dépendante, dire dans la pyramide des besoins fondamentaux, dormir, manger, voir les relations sociales. Le sport, c'est quelque chose qui est très très important, mais qui peut prendre plein de formes et d'expressions différentes. Et la compétition, si on prend l'exemple même des Jeux Olympiques, c'est génial les JO. Est-ce qu'on a besoin de continuer les JO de la même manière exactement? Tu vois, c'est un peu ces questions-là où je pense que c'est bien en fait de se les poser et d'essayer vraiment de rebattre les cartes. Et aujourd'hui, maintenant quand tu choisis tes courses, est-ce que du coup tu es plus sélectif ou tu fais attention à l'organisation, comment c'est organisé Ouais, en fait, c'est des choses auxquelles je réfléchis, notamment sur où sont les courses et à quel point est-ce que je dois me déplacer ou à quel point est-ce que je peux éviter de prendre l'avion. C'est des choses qui sont très très difficiles parce que la plupart des sports sont basés sur le fait que les athlètes se déplacent tout le temps, partout, toute l'année. Ce qui est complètement en décalage avec les besoins qu'on a en termes
de bilan carbone dans l'ensemble et de réduction de notre empreinte carbone. Maintenant, voilà, moi je pars d'un principe que j'ai aussi ce choix-là et en fait, plus que ce que je fais à l'échelle individuelle, ce qui m'intéresse, c'est les conversations que je peux avoir et du coup le point de vue que je peux apporter dans des conversations qui peuvent entraîner peut-être des changements dans les organisations, dans comment les marques s'impliquent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'acteurs que l'on pense qui veulent vraiment prendre les bonnes décisions. C'est juste qu'ils sont au milieu de plein d'autres choses à faire et qu'ils ne savent pas par où commencer, quoi. Et puis, c'est dur de changer quelque chose qui a autant de popularité qu'un événement sportif où tout le monde, dans le trail, entre guillemets, il y a tellement de monde qui veulent venir à Chamonix. Comment t'expliques à quelqu'un qui habite en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, ah ben non, tu peux plus venir parce que c'est interdit de prendre l'avion. Ouais, c'est sûr. Du coup, on va que autoriser aux gens qui habitent en Haute-Savoie de faire l'UTMB. Oui, c'est compliqué. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, pour finir un peu sur tes projets futurs, est-ce que déjà tu as des projets en dehors des compétitions de trail et en dehors du trail ou... Ah, dans la vie ou ouais. Dans le sport? Dans la vie ou d'autres sports ou... Ouais. Bon, après, déjà, nous, avec ma compagne, on a eu une année avec pas mal de changements. Donc elle est américaine. On a vécu ces 5-6 dernières années ensemble sur la côte ouest des États-Unis. Et là, on s'est installé sur Annecy. Donc on a fait pas mal de changements. Donc s'installer, continuer à profiter en fait de redécouvrir plein de choses qu'on ne connaît pas, que même moi, en ayant grandi ici, je ne connais pas dans la région, plus largement en France et en Europe. Et puis profiter de membres de la famille qu'on a là. On a plein de choses dans les projets familiaux qui sont cool. Et puis après, moi, voilà, le sport, en fait, c'est toujours... même si maintenant, c'est un petit peu plus sérieux parce que j'ai plus de regard sur moi, sur ce que je fais ou quoi, ça reste du plaisir et c'est génial. Moi, si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais là où j'en suis aujourd'hui et que j'aurais ces possibilités-là, c'est super cool en vrai. Parce que c'est non seulement d'un point de vue sportif et de ce que je vais pouvoir faire pour continuer à m'entraîner et performer, mais surtout en fait avoir ces conversations-là, que ce soit avec mon employeur, que ce soit avec des instances comme l'UTMB ou des associations d'athlètes professionnels ou quoi, c'est cool. Que ça peut vraiment amener des changements qui sont pertinents. Okay. Et du coup là, pour la saison un peu 2025, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes prochaines courses prévues? Donc la prochaine, c'est donc le mois prochain en Toscane, en Italie. C'est une course dans le Chianti qui est sur le circuit UTMB et qui a 2 places qualificatives pour la Western States, qui est aux États-Unis. Donc en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi cette course au départ, c'est que du fait qu'il y a ces 2 places qualificatives, je savais qu'il y aurait de la densité au départ parce que je crois que c'est la seule course. Non, il y a 2 courses en Europe qui ont des places qualificatives pour cette course. C'est cette course-là et la CCC l'an dernier. Donc forcément, il va y avoir du monde sur la ligne de départ. Et c'est un timing et un profil de course qui m'intéresse bien. Donc ça, c'est mon objectif pour l'instant de début de saison sur lequel je suis concentré. Et en fait, il y a pas mal de choses qui vont dépendre de ça. Oui. Donc si je me qualifie, cette course aux États-Unis, ça veut dire prendre l'avion. Mais c'est une course c'est un déplacement qui pourrait se mettre en place pour moi, dans le sens où il y a aussi le siège. En fait, j'ai mon manager qui est là-bas en Californie. J'ai une grosse partie de ma belle famille qui est là-bas aussi. Donc si j'y vais, ça serait pour au moins 2 mois, 2 mois et demi sur la côte ouest. J'ai des amis proches aussi qui y sont, donc c'est un projet qui occuperait une partie de l'année. Et après, la course qui me fait très envie sur la deuxième partie de saison, c'est les championnats du monde, qui cette année sont dans les Pyrénées, à Canfranc en Espagne. Donc ouais, ça me fait très envie parce que les championnats du monde dans n'importe quel sport, c'est mythique, c'est un point d'orgue d'une saison et voilà, l'opportunité d'essayer de me qualifier pour représenter la France, c'est un bon quelque chose qui fait envie. Et du coup, ce serait un peu ton plus grand rêve de faire ces championnats?
J'ai plein de rêves après. L'UTMB, c'était un rêve, ça continue d'être un rêve. Les championnats du monde, ouais, c'est quelque chose, je pense que représenter une nation et participer à une compétition internationale comme ça, c'est aussi sur la liste des rêves ou des envies. Après, voilà, je pense que la Western States, c'est aussi quelque chose qui... En fait, ce qui est intéressant, c'est que le trail, c'est un sport qui est encore très jeune, qui se cherche un peu. Et on est en train de voir de plus en plus une augmentation de la densité dans le niveau des courses. Et là, les années à venir, elles vont être super intéressantes parce que le niveau, il va faire qu'augmenter. Et on va voir de plus en plus voilà, peut-être des arrivées beaucoup plus serrées, même sur des distances de plus de 100 km. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas forcément que sur les énormes courses qui sont aujourd'hui vues comme les plus grandes du calendrier, mais même le mois prochain, je pense que ça va être une belle course déjà. Ok, et pour terminer, où est-ce que tu te verrais dans une dizaine d'années? Comment tu le vois Wow. Honnêtement, moi je suis pas très compliqué en rythme de vie. J'adore faire du vélo. J'ai toujours eu des envies de voyage à vélo. J'ai pu en faire un petit peu, notamment sur les années Covid en Californie. Et j'aimerais bien me donner le temps de faire ça en Europe aussi. Ouais, j'ai envie là, sur les années qui viennent, de mettre les choses en place pour aller au bout de ces projets de performance en course à pied, parce que je pense que j'ai pas tout exploré et j'ai envie vraiment d'aller à fond dans cette démarche de performance. Et après, comprendre comment je peux utiliser ça pour m'impliquer sur des sujets qui m'importent vraiment, comme ceux dont on a parlé. Donc je sais pas où c'est que ça me mènera dans 10 ans. Je n'ai jamais été trop bon à me projeter super loin comme ça. Je suis plutôt à me dire, tiens, comment je vois demain? Bon, demain, il y aura ça et ça, et puis tu vois, après, une chose après l'autre. Oui, c'est sûr. Ok, très bien, merci beaucoup. Je t'en prie, merci.